Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Le grand déconfinement, la liberté devient la règle, les restrictions l'exception. C'est grâce aux bons résultats. Donc c'est la fin des 100 km, c'est la réouverture des restaurants, des parcs, des collèges, des salles de sport, sauf en Ile-de-France où ce sera un petit peu plus lent. Est-ce que vous approuvez ou est-ce que vous trouvez que c'est un peu imprudent ? Bon, moi, si le gouvernement prend ces mesures, c'est qu'il doit estimer qu'elles peuvent être prises. Il faut respecter avec sérieux, je pense notamment en Ile-de-France. C'est pas, vous dites c'est la liberté, mais enfin, il y a quand même beaucoup de gestes qui doivent continuer à être faits, de distance, etc. Je le dis à ceux qui nous écoutent, que personne ne croit que tout recommence comme avant, et c'est tant mieux. Après, nous, depuis le début, on a une attitude qui consiste quand même à dire attention, restons prudents. Par exemple, moi, j'ai eu l'honneur, si je puis dire, l'autre jour, quand je suis allé à Matignon représenter la France Insoumise, c'était débat sur les municipales, et j'avais écouté M. Jean-Paul Delfrécy, c'est le président du Conseil scientifique, qui dit quand même, attention, les scientifiques sont très modestes par rapport à leur connaissance vis-à-vis de ce virus. Il nous dit, par exemple, il ne connaît pas bien les éléments de transmission du virus. On n'est pas encore autour des effets les 14 jours après la sortie du confinement qui nous permet d'avoir une visibilité complète si le virus a circulé beaucoup plus. Pour l'instant, les éléments sont plutôt bons, mais on est obligé quand même de rester extrêmement prudent. Je rappelle qu'il y a quand même malgré tout beaucoup de restrictions. On a parlé élections municipales, vous connaissez notre opinion. On nous dit en même temps, attention, pas de réunion publique, machin. Nous, s'il n'y a pas de campagne possible, ça nous semblait délicat de faire une élection dans ce cadre-là. Mais si les choses vont dans le bon sens, de ce point de vue-là, c'est pas ça que moi, ce que le reproche, puisque évidemment, étant insoumis, je suis toujours une tête dure, c'est que je trouve que ce qui manque, c'est le volet social. Parce que maintenant, on va rentrer, et j'imagine que vous allez m'interroger là-dessus, c'est ça le sujet, parce qu'on a eu un fait d'ordre sanitaire, un virus, maintenant on a le fait social, conséquence de ça, et là, honnêtement, ce que j'ai entendu hier, il n'y a rien. Mais tout de même, est-ce que vous ne devez pas saluer le succès du déconfinement et regretter... C'était plus que de la prudence, c'était de la défiance. Quand Jean-Luc Mélenchon parle d'une deuxième vague inéluctable, quand vous êtes prononcé contre la réouverture des écoles, est-ce que quelque part vous n'êtes pas trompé ? Non, premièrement, la deuxième vague, ni vous ni moi ne savons si elle va avoir lieu. D'accord, si, il y aura, tout le monde vous dit. La question, c'est quelle est notre capacité d'absorption du fait que le virus va circuler un peu plus. Et aujourd'hui, manifestant, peut-être qu'on va pouvoir absorber le fait qu'il va... Vous n'avez pas été trop pessimiste, vous n'avez pas péché par excès de pessimisme. Par exemple, sur l'école, je prends l'exemple de l'école. Si ça fonctionne, l'accueil dans les écoles, c'est précisément parce que beaucoup de parents ne mettent pas leur enfant à l'école. Je l'ai très concrètement, je le vois en Seine-Saint-Denis, 75% des parents n'ont pas mis les enfants à l'école. Alors évidemment, sur le nombre restreint d'enfants qui vient, on peut avoir des mesures de protection. Mais si on avait réouvert les écoles et qu'on avait rendu l'école telle qu'elle doit l'être, un petit peu obligatoire pour tout le monde, ça ne marchait pas. Vous voyez, il ne faut pas non plus que le gouvernement nous dise c'était pas très clair, et ça continue d'ailleurs à ne pas l'être. Et puis je vais vous dire une chose, peut-être que sur certains aspects, le recul montrera que nous avons été particulièrement vigilants, mais on était quand même éclairé par 2 mois de gestion catastrophique de la part de ce gouvernement, où je rappelle qu'aujourd'hui le masque qui est conseillé à tout le monde, on a quand même eu une porte-parole du gouvernement nous dire qu'il ne fallait pas porter le masque parce que ça ne servait à rien. Donc admettez tout de même qu'on ne les croit pas sur parole, on est même plutôt, et on a raison, assez méfiant. Si sur cet aspect-là ça fonctionne, c'est parce que les Français, eux, jouent le jeu. C'est pas les membres du gouvernement qui nous aident. Vous en parliez tout à l'heure, effectivement, l'événement, c'est quand même la hausse historique du chômage, 843 000 demandeurs d'emploi supplémentaires au mois d'avril. Est-ce que c'est un mois exceptionnel ou est-ce que ça préfigure un scénario un peu catastrophe, un tsunami social? Et qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Quelles bonnes mesures prendre? Le choc, il peut arriver. Vous dites 846 000, et je crois que si on additionne en plus les chiffres qui aussi avaient débuté avec le mois de mars, on arrive aux millions de chômeurs. Donc là, on est dans quelque chose qui est terriblement violent. Donc, de ce point de vue-là, il faut maintenir des mesures d'aide, et si j'ai bien compris, même le gouvernement commence à baisser l'aide qui était au chômage partiel. Jusque-là, il prenait en charge, vous savez, sur les 85% du chômage partiel, il en prenait en charge 100%. Désormais, il ne va plus prendre en charge que 85% de ces 85%. Ça veut dire que pour beaucoup d'entreprises et de petits patrons, ça va être dur de maintenir leurs salariés. Tout ça n'est pas une bonne mesure. Donc il faut continuer à aider. Et évidemment, il faut toutes les aides publiques que l'on accorde, les conditionner au fait que ce ne soit pas dans des entreprises qui vont licencier. Parce que ça coûte cher le chômage, c'est terrible sur le plan social, c'est terrible sur le plan même financier, etc. C'est pas le moment, par exemple, de mettre en application la baisse de l'assurance chômage qui était prévue, telle que la réforme avait été faite bien avant la crise du Covid. C'est le moment.
de geler, par exemple, ce qui a été fait, et pour le coup, c'est pas une mauvaise idée vis-à-vis des intermittents du spectacle. Vous vous souvenez la mesure qui avait été prise par le président de la République, de dire on fait une année blanche du point de vue des droits. Moi, je suis d'avis quand même que tout ce qui est les droits qui étaient jusque-là, qui existaient du point de vue de l'emploi, et notamment, je pense à cette assurance chômage, c'est le moment de faire une année blanche. Je pense à tous ceux qui étaient en situation précaire, qui avaient besoin d'avoir un certain nombre d'heures pour avoir des droits. C'est pas le moment tel que le gouvernement l'a prévu. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut, par exemple, interdire les licenciements? Oui, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de licenciement. Il faut surtout pas. On interdit aux entreprises de licencier. Non, je suis d'abord surtout pas d'aide publique à des entreprises qui licencient. Commençons par là. Et j'observe, vous avez bien compris ce à quoi je pense, que par exemple, les aides qui sont pressenties, apportées notamment à Renault, à l'industrie de l'automobile, qui prévoient notamment un plan de licenciement, c'est quand même pas nos impôts qui vont financer... Il n'y a pas de licenciement, c'est des suppressions d'emplois. Oui, d'accord, mais enfin bon, on est quand même dans quelque chose... Et donc, il ne faudrait pas le faire. Pour Renault, il faut conditionner. Quand nous accordons des aides publiques, il faut qu'il y ait un projet, que ce soit planifié, qu'il y ait quelque chose de global. On ne va pas saupoudrer de l'argent comme ça, sans voir qu'est-ce que c'est qui est produit, etc. Et puis par ailleurs, effectivement, c'est le moment, mais là on reprend le fil aussi d'une discussion qui avait eu lieu durant la présidentielle, etc., de relocaliser l'économie, d'avoir un projet industriel pour le pays, de dire qu'on a constaté au cours de cette crise qu'il y avait des choses qu'on ne produisait plus aussi simplement basiques qu'un masque. Et effectivement, il faut un gouvernement qui planifie et qui pose le problème. Pourquoi pas en mobilisant des financements privés, mais aussi en mettant en place des engagements publics, de nous relocaliser l'emploi. C'est le moment que... Et ça permettra d'apporter une réponse à cette crise économique. Mais donc vous n'êtes pas en désaccord, vous êtes d'accord pour des aides aux entreprises, pour des baisses de charges, des choses comme ça, comme le réclame le président du MEDEF? Je n'ai pas dit baisse de charges. J'ai dit qu'il peut y avoir sur certains secteurs qui en ont besoin. Parce que le problème des baisses de charges, c'est des baisses de cotisations, c'est autant d'organismes sociaux qui ont moins de recettes. Donc c'est pas toujours... Mais ça leur donne de l'oxygène quand même, ça leur permet. Non, oui, mais enfin bon, je veux dire, ça baisse aussi des organismes sociaux dont on a besoin actuellement. Donc il faut voir de quoi on parle dans le détail. S'il s'agit d'aider les TPE, PME, moi je suis assez disponible à ce qu'on réfléchisse à de quelle manière on aide ce tissu économique. Mais s'il s'agit d'aider souvent des grands groupes qui font des effets d'aubaine et qui reversent en plus à leurs actionnaires des sommes significatives, ça va pas. Par exemple, puisqu'on parle des actionnaires, c'est pas le moment à ce qu'il y ait dans ces grands groupes de l'argent qui soit reversé aux actionnaires. C'est-à-dire vous demandez qu'il n'y ait pas de dividendes versés aux actionnaires. Oui, et il pourrait aucun dividende pour aucune entreprise. Et cet argent pourrait être réinjecté dans la machine économique, notamment, pourquoi pas, pour aider les TPE, PME. Souvent, ces grands groupes qui réalisent des profits et qui versent à leurs actionnaires ont autant de filiales et de sous-traitants qui sont en train de siphonner. Mais j'ai aussi une autre réponse, et on va peut-être y venir. Oui. Dans la période actuelle, c'est la question des frais bancaires, par exemple. Alors allez-y, puisqu'on Parce que moi, je suis porteur d'une proposition de loi avec mon groupe qu'on présentera... déposée dans une niche parlementaire. Voilà, dans une niche parlementaire, le jeudi 4 juin. Alors, rapidement, en quelques mots. Parce que la question des frais bancaires, là, c'est un vrai vol. C'est-à-dire que ça concerne chaque année au moins 8 millions d'entre nous. Ceux qui nous regardent, ça leur arrive. C'est tous ces petits frais. Vous avez un chèque à découvert, votre banque, la simple lettre qu'elle vous envoie, elle vous facture ça 15 €. On vous facture 8 €, un signalement, un mail qui vous est envoyé, etc. Et à l'arrivée, on estime, l'UFC Que Choisir, estime que c'est 7 milliards d'euros qui sont ponctionnés aux clients, à vous, à moi, à un petit commerçant. Et donc, qu'est-ce que vous proposez de supprimer? Il faut plafonner ça. Il faut plafonner ça. Moi, je dis, et c'est une mesure, vous savez, comment dire, le minimum, on pourrait imaginer mieux. Pas plus de 2 € pour une opération, ce que ça vous coûte, pas plus de 20 € par mois et pas plus de 200 € par an. Parce que moi, j'ai des gens qui me montrent des choses incroyables, et ça pourrait être intéressant de faire une émission là-dessus. 450 € à la fin du mois. À la fin de l'année, c'est quasiment un mois de salaire, un mois et demi supplémentaire qui leur est ponctionné. Et la logique de dingue, si je puis dire, c'est que c'est vraiment le retournement de la logique de l'impôt républicain progressif où plus vous êtes riche, plus vous payez, et moins vous êtes riche, moins vous payez. Là, les banques, c'est l'inverse. Plus vous êtes en difficulté, plus vous payez. Par contre, si vous avez de l'argent, votre golden card, machin, on va vous dire, je ne vais même pas vous la facturer, monsieur Leclerc, parce que vous êtes un bon client. Vous voyez, donc les riches, eux, ils n'ont pas de frais bancaires, et les gens modestes... Alors, non, mais c'est un débat sérieux, parce que le gouvernement là-dessus, quand il m'écoute plusieurs fois, m'a dit, vous avez parfaitement raison. En commission, les députés En Marche me disent, c'est un beau sujet, mais ils disent, il faut inciter les banques. Et il y a déjà eu des choses qui ont été mises en place en 2018. Vous dites non, il faut clairement l'imposer. Il faut légiférer. Et je demande aussi une chose aux établissements bancaires, donnez-nous les chiffres de combien vous ponctionnez en frais bancaires. Parce qu'à chaque fois qu'ils me disent, on est incapable de donner un chiffre. C'est incroyable, les banques, ils savent tout, sauf ça. Donc, plafonnement des frais bancaires. Pourquoi je dis ça? C'est le lien avec votre discussion. C'est que si on donne des aides publiques à des gens, et il faut en donner, mais qu'en même temps ils se font siphonner et que ça part en recettes privées pour des banques, le système est débile, vous comprenez? C'est pas le moment. Donc,
c'est le moment, déjà avant la crise, de le faire. Plafonnement des frais bancaires, aidez-nous à porter ce projet. C'est une proposition de loi. Donc, vous voyez, c'est une proposition concrète que nous faisons. Quelques questions politiques rapidement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Pardon. Toute une série d'initiatives à gauche, notamment d'associations comme Greenpeace, comme Attac, également les Verts, pour une réunification de la gauche. Et vous êtes à l'écart, vous restez à l'écart, vous ne signez pas la tribune, vous êtes réticent, vous ne voulez pas d'union de la gauche. Non, vous mélangez des choses. Je crois qu'il y a un communiqué qui a été fait, mais nous, on est favorable. Vous évoquez notamment Attac ou d'autres organisations. On a participé, Jean-Luc Mélenchon a participé à une réunion. Nous, ce qu'on veut, c'est que si discussion il y a des choses, c'est concret sur des programmes d'action. On est venu apporter des idées de programmes d'action, notamment, je vais en citer un, le plafonnement des frais bancaires et toute une série d'éléments qu'on pourrait évoquer. Ce que je veux dire, c'est que, moi, attention au bavardage dans la période. C'est-à-dire des gens qui signent des tribunes, passent partout, tellement attrapent tout qu'elles n'attrapent rien, avec d'un seul coup des gens qui ne tirent aucun bilan de quand ils étaient en responsabilité, qu'on va ripolliner demain en étant à les entendre ceux qui vont faire un lendemain meilleur, alors que quand ils étaient en responsabilité, c'était pas terrible, voire même c'était tragique. Ce que je veux dire, c'est que il faut avancer très concrètement. Nous, on est toujours disponible pour apporter des réponses, mais on ne participera pas à des manœuvres. Voilà, on en est là, mais ceci dit, c'est pas ça le plus important dans la période. François Ruffin, qui n'exclut pas d'être candidat à la présidentielle de 2022, il va ramasser le drapeau, dit-il, s'il le faut. Je n'ai pas compris la formulation de François, parce que je vois bien que la presse se saisit en allant plus loin que ses propres propos. Il le dit à 2 reprises. Non, mais c'est exactement la formule que Jean-Luc m'a toujours dit, notamment à moi ou à d'autres. Les amis, le jour où je ne serai plus disponible, ou du moins si le destin faisait, etc., il faut reprendre le drapeau. Et ça s'applique à moi, ça s'applique à d'autres, ça s'applique à François Ruffin. Je peux dire la même chose que François Ruffin. Moi aussi, si demain... Mais donc, lui, pas spécialement plus que les autres. Pas plus que les autres. Mais pas moi non plus, j'ai envie de dire. D'accord. Mais n'en faisons pas un sujet, parce que le vrai sujet... Pas un sujet, c'est lui qui en fait un sujet. C'est lui qui le dit quand même, c'est pas vous. Oui, ou on lui fait dire... Oui. On lui fait pas dire, il le dit à 2 reprises, dans 2 interviews différentes. Mais s'il n'y avait pas Mélenchon à la prochaine élection présidentielle, il y aura un débat, et moi aussi je suis candidat à porter ça. Non mais attention, ce qu'il faut retenir d'intéressant, et c'est un élément de réponse à votre question précédente, c'est que il me semble que notre courant d'idées a une chance, c'est qu'il n'y a pas besoin, à mon avis, de passer des heures à chercher le candidat. On en a un qui s'est déjà présenté 2 fois, qui est connu, c'est Jean-Luc Mélenchon. De grâce, n'ouvrons pas des discussions qui nous font perdre du temps. Ce qui est important, c'est le programme. Et notre unité, c'est notre force. Un mot, la disparition de Guy Bedos. Une réaction ? Déjà, salut l'artiste, un homme avec un humour décapant. Moi, je ne le connaissais pas, mais je l'ai rencontré. Il est venu 2 fois nous soutenir. En 2012, il soutenait Jean-Luc Mélenchon. Il est venu à Hénin-Beaumont le soutenir face à Marine Le Pen. Je me souviens de lui, place de la République, en 2017. Moi, je suis pour que cet humour continue, décapant, qui pouvait se moquer des religions, qui avait un vocabulaire cru, qui n'était pas politiquement correct. Cet humour-là, non policé, ça fait du bien. On en a besoin. On est d'accord, pas d'accord, on est fâché. Bon, j'espère qu'avec sa mort, c'est pas cet esprit-là qui s'en va. Et puis, voilà, c'était un beau personnage, une conscience humaniste. Moi, j'ai souvenir de lui aussi quand il venait aux côtés de Jean-Baptiste Ayrault du DAL défendre ceux qui n'avaient pas de logement. Voilà, c'est un type qui à la fois a eu un énorme succès, mais n'a pas oublié qu'il venait d'un milieu populaire. C'est aussi un petit pied noir et qui n'a jamais cédé au racisme. Là aussi, j'envoie le message à tous ceux. C'est pas parce qu'on a vécu ce drame, en ayant vécu en Algérie, qu'il faut être raciste contre nos concitoyens musulmans. Tout ça, c'était beau, ce qui fait que ça nous rend triste quand il s'en va. Merci Alexis Corbière, bonne journée. Bonne journée à tous.